On se retrouve en fin de vidéo pour voter pour le prochain film à analyser, mais pour l'heure, lors de l'analyse psy de Interstellar, vous avez été 55% à voter pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, c'est parti. Sauf qu'en fait, entre-temps, il y a eu des votes supplémentaires pour Fight Club, donc du coup, ça porte les nouveaux chiffres à 54% pour Fight Club et 46% pour Eternal Sunshine. Donc je suis bien emmerdé et je vais quand même vous faire Fight Club pour la prochaine fois en plus, comme ça c'est cadeau. Voilà, allons droit au but. Pour moi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind n'est pas un film de love-love et pas vraiment un film sur la souffrance en couple et le fait de trouver un moyen de fuir cette souffrance. Tous les films d'amour traitent globalement de ce sujet avec plus ou moins d'intelligence. Et si Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un chef-d'œuvre, c'est parce que Michel Gondry est un génie qui traite dans ce film de la raison pour laquelle on est toujours attiré par le même type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui nous laissent exprimer nos symptômes et mécanismes de défense. Pour Gondry comme pour Lacan, l'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et je vais vous expliquer tout ça point par point. J'adore me baigner dans l'évier. On se sent vraiment en sécurité. Je ne t'ai jamais vu aussi bien, mon petit Joël. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est l'histoire de Joël qui aimerait bien rencontrer quelqu'un de nouveau. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Il ne croit pas si bien dire car il va à nouveau rencontrer Clémentine. Le récit du film nous présente un cas classique de deux personnages que tout oppose mais qui pourtant vont vivre 2 années durant une histoire d'amour. Cette histoire prend fin brutalement pour Joël lorsqu'il a l'horrible vision que sa compagne l'a complètement rayé de sa vie. Il comprendra peu de temps après qu'il s'agit d'un recours à une nouvelle technologie qui permet à quiconque de nier un pan entier de sa vie. J'ai bien dit nier et non pas oublier ou refouler, c'est important. Car le refoulement et l'oubli en psychologie ont ceci en commun que de permettre le retour du refoulé, le rappel, la remémoration. Or, la technologie de Lacuna permet bel et bien un effacement propre au déni psychotique, c'est-à-dire la chose n'existe pas et n'a jamais existé. Bref, extrêmement blessé que Clémentine ait recours à un tel procédé aussi catégorique sans même lui en parler, Joël décide finalement de faire lui aussi appel à la technologie de Lacuna. Ce qui nous permettra de rencontrer le brillant professeur à l'initiative de ce projet, les 2 techniciens qui procèdent à l'effacement auprès des sujets, et Marie, la jeune secrétaire. Chacun aura un rôle important dans le dénouement final du film. Joël se retrouve donc chez lui, prêt à ce que l'ensemble de son aventure avec Clémentine ne soit ôté de son esprit, lorsqu'un souvenir, justement, lui paraît trop beau, malgré la souffrance associée, pour l'oublier et faire comme s'il n'avait jamais existé. Cette expérience à elle seule, et ce que Joël en retire, mérite donc toute la somme de souffrances présentes et à venir, ce qui est tout aussi vrai que magnifique. S'ensuit alors tout un tas de péripéties où Joël doit se perdre au plus profond de son inconscient pour parvenir à maintenir un soupçon de refoulement de Clémentine et de ce qu'elle lui a offert comme vécu. Une fois réveillé et poussé par ce retour du refoulé, Joël rencontre Clémentine à nouveau et l'alchimie entre les deux se reproduit. Mais pendant ce temps, Marie la secrétaire s'est rendue compte qu'elle était déjà tombée amoureuse du professeur, qu'ils avaient déjà eu une aventure ensemble et que celui-ci avait fait une désinception à Marie, si je puis dire. Très triste et en colère d'apprendre cela, elle décide donc de renvoyer les interviews de chaque sujet ayant eu recours à Lacuna afin que tous sachent les pans entiers de vie qui leur ont été ôtés. C'est pas bien plus éthique, mais c'est un passage à l'acte qui donne l'opportunité à Clémentine et Joël de savoir qu'ils ont déjà eu une liaison et savent dès à présent ce que chacun pense de l'autre à la sortie. La fin, je la réinterpréterai à la fin de mon analyse une fois que vous avez toutes les cartes en main. Ok. S'il y a bien une chose que l'être humain ne veut pas voir, c'est l'ambivalence de tout objet au monde. Pour rappel, en psychanalyse, on appelle objet tout élément extérieur à soi. Cela peut donc être une agrafeuse, un écureuil ou votre moitié que vous aimez tant. Ces objets sont très souvent idéalisés lorsqu'on ne les a pas. On leur suspecte des qualités, puisqu'on les désire, et plus on les désire, plus on les idéalise. On croit que ces objets extérieurs vont venir nous combler personnellement. Il y a trop de mecs qui me voient comme un concept, ou alors ils pensent que je les complète, ou bien que je peux leur apporter le goût de vivre. Mais je suis qu'une pauvre fille déboussolée qui cherche sa propre paix intérieure. Dans le film, on constate à quel point l'autre devrait venir nous combler.
et tout va bien tant que celui-ci continue de correspondre à l'idéal que l'on s'était imaginé. On peut alors nier ses défauts ou simplement les refouler, c'est-à-dire croire que ces défauts n'existent pas du tout ou se raconter la jolie histoire que ce n'est rien, qu'on n'y prêtera jamais attention. Mais dans un couple, il existe un moment où faire comme si les défauts et failles de l'autre n'existaient pas, eh bien ça nous pète à la figure. La question est de savoir si cet objet clivé, on va maintenant pouvoir vivre avec ces deux faces ensemble, la positive et la négative, ou non. A priori pour Clémentine, vivre avec un conjoint qui a des qualités et des défauts, ce n'est pas possible. Il lui faut qu'une seule version idéalisée de cet homme. Elle veut entrer en déni de ce côté de Joël, c'est-à-dire ne même pas savoir que ça existe. Mais vu qu'il restera toujours cet être ambivalent, elle devra le nier complètement. Joël, lui, se rend compte de l'erreur et ne veut pas oublier les bons côtés de Clémentine. Il souffre, mais il sait qu'elle lui a aussi donné beaucoup de bonheur. Il fait partie des personnes qui peuvent refouler les défauts de l'autre, faire comme s'il ne les voyait pas, mais en étant tout à fait conscient. Heureusement qu'un signe clinique ne signe pas une structure, parce que sinon on serait déjà face à une psychotique et un névrosé. Mais ça, c'est une autre histoire. En psychanalyse, un symptôme n'est pas forcément une maladie ou une tare. Un symptôme, ce serait plutôt une manifestation redondante, une répétition de la façon dont on souhaite obtenir un objet ou se défendre de l'extérieur. Cela trahit quelque chose de notre inconscient et plus particulièrement de notre désir. En ce sens, ce qui fait répétition chez nous est un symptôme de ce qui nous manque en nous. Dans le film, Joël nous fait part de son désir. Pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention? Clémentine aussi, mais disons que l'introspection que l'on suit à la première personne est celle de Joël, donc elle est plus explicite à présenter pour mon analyse. Joël manque de confiance en lui et de l'attention de sa mère. Petite parenthèse, mais sur cette scène, les vrais reconnaîtront le Forda freudien. Il est occupé. Ne fais pas attention à moi. Fais jamais attention à moi. Je veux ma maman. Bébé Joël. Il ne sait pas comment attirer l'attention des personnes pour qui il veut compter, et cela impacte son image du moi. Son symptôme est donc de vouloir être vu, attirer et maintenir l'attention, ce qui, pour un enfant, est synonyme d'amour. Sa blessure infantile se manifeste encore aujourd'hui à travers ses fonctionnements adultes. Rien de nouveau sous le soleil donc. Et c'est à ce symptôme que Clémentine vient répondre malgré elle. Elle-même attire l'attention, elle-même est synonyme d'être vue, que ce soit sur un plan purement sensitif ou sur un plan plus extériorisation de soi. Elle représente aux yeux de Joël ces qualités qu'il n'a pas, cet objet confiance en soi qui lui fait défaut. Le rapport à l'autre crée des connexions particulières lorsqu'il entre en résonance avec notre symptôme. C'est bien pour cette raison que certaines personnes se sentent plus proches ou en phase l'une avec l'autre. Certaines personnes nous permettent de répondre à notre symptôme, de pouvoir le laisser s'exprimer. Charlie Kaufman, scénariste du film, l'a très bien compris. Le personnage de Patrick est très pertinent pour nous montrer un rouage essentiel de tout ça. L'inconscient ne fait pas semblant. Par l'inconscient ne fait pas semblant, je veux dire qu'il voit et perçoit les choses avant notre conscience. Il est plus rapide à décrypter le monde extérieur et plus rapide à s'ouvrir ou se fermer en conséquence. Patrick vole les souvenirs et les notes de Joël car il est tombé amoureux de Clémentine durant les Desinception. Ce personnage est un peu inadapté socialement et ne sait pas vraiment comment se comporter en société et plus encore avec les femmes. Ayant les notes sur ce que Clémentine et Joël ont vécu, il est donc en capacité de servir du réchauffé de Joël à Clémentine. Oui, mais seulement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le symptôme de Joël n'est pas là. Le symptôme de Patrick n'entre pas en résonance avec celui de Clémentine. En ce sens, flirter quelques jours ensemble, ça peut fonctionner. Il n'y a pas d'enjeu pour Clémentine. Mais dès lors qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle aurait besoin d'une personne complémentaire qui la rassure profondément sur son symptôme à elle, elle ne trouve que les mots inhabités de Patrick et ses actes vides de sens. La relation ne peut pas aller plus loin. Encore une fois, Kaufman est un génie. Nous construisons nos relations à partir de ce qui nous manque. Joël, lui, il lui manque le regard et l'attention d'une femme, sa mère en l'occurrence. Donc, des femmes.
Clémentine lui prête son regard, mais ne lui donne pas. Elle continue d'aller chercher l'attention des autres ailleurs. Clémentine est angoissée par le vide, elle court après tout et n'importe quoi. Or le vide, c'est justement Joël. Chacun propose de refaire vivre à l'autre son angoisse, donc perpétue le désir infantile et donc l'attirance. Ils font semblant de donner à l'autre ce qu'ils souhaitent alors qu'ils ne demandent que ce dont ils ont besoin. C'est de ce quiproquo que naît la relation durable, la possibilité de maintenir son symptôme. Joël attend que Clémentine lui offre de la visibilité, de l'attention et de la vie, alors qu'elle le maintient en place d'oublié. Il est au sein de leur appartement, aussi invisible que sous la table de la cuisine chez sa mère. Clémentine attend de Joël de la sérénité, or il est tout aussi torturé qu'elle. Chacun croit voir en l'autre ce qu'il lui faut, ce qui ne veut absolument pas dire que l'autre l'a pour de bon. On espère que l'autre a l'objet de notre manque, mais non. Mais tant que la personne en face de nous le fait croire, malgré elle, on peut maintenir notre fonctionnement symptomatique. Et si ça matche pour les deux, alors le quiproquo peut être une danse que l'on s'accorde à jouer des années, voire toute une vie. À la fin, on a affaire au « ok, ça me va ». Si c'est vraiment ça que tu offres, je t'autorise à être toi-même avec moi. Et c'est ça l'amour. Je t'offre mon manque alors que tu n'en veux pas. Mais tu m'aimes suffisamment pour l'accepter. C'est tout l'inverse de toujours tout donner à l'autre pour le satisfaire et le combler. C'est plutôt « je vis avec ton manque, tu vis avec le mien, nous acceptons de vivre avec nos manques ». L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Je t'assure, tu te feras des idées, je vais m'ennuyer, et je me sentirai coincée parce qu'avec moi c'est toujours ce qui se produit. Ok. Ok. Gombrich et Kaufman sont des génies, car ils rajoutent « l'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, mais qui l'accepte ». Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est terminé. C'est pas un Va te faire suivre, c'est une analyse de film, mais c'est pas grave. Je tiens à vous remercier pour le retour que vous m'avez fait sur la vidéo sur la névrose obsessionnelle. Franchement, je suis très content. J'ai pas encore eu le temps de répondre à vos commentaires parce que j'ai eu beaucoup de travail en ce moment. Je travaille sur un nouveau livre avec une nouvelle maison d'édition, donc ça me prend pas mal de temps. Mais je vais répondre à vos commentaires, franchement j'ai beaucoup apprécié, donc n'hésitez pas, et je fais en sorte, vous n'êtes pas trop nombreux à mettre des commentaires, donc je peux largement y répondre à chaque fois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, pour les prochains films, attention, parce que il y en a un, je sais ce que c'est, et l'autre je sais pas, donc je vais inventer un autre film que je pourrais analyser. Je vous laisse choisir entre Apocalypse Now et Taxi Driver. Je vous dis pas lequel j'avais déjà en tête, ça a aucune importance. Je vous laisse voter pour soit Apocalypse Now, soit Taxi Driver. Et voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, en bonus, je vais quand même vous faire Fight Club parce que entre temps, il y a eu plus de choses. Mais du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais clôturer les votes au bout de 15 jours. Voilà, comme ça se reproduira plus. Et donc là, ceux qui vont voter pour Apocalypse Now ou Taxi Driver, je ferai mon analyse de l'un ou de l'autre en fonction des votes sur les 15 premiers jours, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Sinon, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez des commentaires et tout pour aider la chaîne, bien évidemment, et surtout que j'ai aussi dans l'idée, en rapport avec le livre que je suis en train d'écrire, je vais vous faire une vidéo où je vais parler de la psychologie du Joker de Todd Phillips, le Joker qui est interprété par Joaquin Phoenix. Dans une petite vidéo, je vais faire ça de façon plus pointue que ce que j'avais fait il y a 4 ans. Une autre courte vidéo sur la psychologie du Joker de Christopher Nolan, donc le Joker de 2008 si je dis pas de bêtises, et interprété par Heath Ledger. Et je vais faire une petite vidéo pour dire est-ce que véritablement comme l'histoire pourrait nous faire penser que ce serait l'un puis l'autre, est-ce que psychologiquement parlant, est-ce que c'est tenable, est-ce que ça tient la route? Voilà, donc si vous voulez pas rater ça,
Abonnez-vous, cloche et patati et patata. Vous pouvez toujours vous procurer mon livre sur le divan des patients dans toutes les bonnes librairies. Je remercie très chaleureusement les tipeurs et le tout premier Utipeur qui aide la chaîne. Vous pouvez vous aussi aider la chaîne comme ça. Et je vous dis à la prochaine. À partir du 1er février, ce sera une vidéo ou un short tous les mercredis à 18 h sur la chaîne. Donc tous les mercredis à 18 h, vous aurez ma tête qui vous racontera un truc plus ou moins long. Voilà. Prenez soin de vous, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. C'était juste pour faire chier en fait.